À 5 ans, mes parents m'ont abandonné à la récupération des bagages. Un inconnu m'a sauvé, et ce n'est qu'après sa mort que j'ai appris qu'il était un magnate secret, me léguant 5,5 millions d'euros. Mes parents ont refait surface pour me poursuivre en justice. Au tribunal, il souriait avec suffisance, jusqu'à ce que l'huissier annonce « la cour ». Les lumières fluorescentes de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth sont gravées dans ma mémoire, en cet après-midi d'août 1998. J'avais 5 ans, je serrais un lapin en peluche usée, et je me tenais à côté d'une montagne de valises, au carrousel à bagages numéro 7. Ma mère m'avait dit d'attendre là pendant qu'elle allait chercher les toilettes. C'était il y a 3 heures. La sécurité de l'aéroport m'a trouvé après que les agents d'entretien ont signalé un petit enfant en pleurs près des bagages non réclamés. L'agent Patricia Mills m'a pris la main doucement et m'a demandé où étaient mes parents. Je lui ai dit que maman m'avait dit d'attendre. Qu'elle reviendrait tout de suite. L'agent Mills a cherché pendant 45 minutes avant de vérifier les registres du parking. La Honda Accord argentée, immatriculée au nom de Linda et Frank Morrison, avait quitté l'aéroport exactement 17 minutes après l'atterrissage de leur vol en provenance de Phoenix. Ils avaient tout planifié. Plus tard, des documents judiciaires révéleraient que mes parents avaient discuté de m'abandonner pendant des semaines. Mon père avait perdu son travail. Ma mère voulait déménager en Californie pour poursuivre une carrière d'actrice. Une fille de 5 ans ne cadrait pas avec leur nouveau projet de vie. Ils pensaient que quelqu'un me trouverait, me placerait en famille d'accueil, et qu'il pourrait disparaître sans le fardeau d'un enfant qu'ils n'avaient, en premier lieu, jamais voulu. Mais Arthur Pennington m'a trouvé en premier. Arthur avait 72 ans, et il revenait de rendre visite à sa fille en Arizona. Il a observé l'agent Mills essayer de me calmer, il a été témoin de mes larmes et de ma confusion, et quelque chose en lui a refusé de s'éloigner. Il s'est approché de l'agent et lui a demandé ce qui allait m'arriver. Elle a expliqué le processus, les services de protection de l'enfance, le placement d'urgence en famille d'accueil, les tentatives de localiser la famille. Arthur a demandé s'il y avait une autre option. J'ai perdu ma femme il y a 2 ans, a-t-il dit à l'agent Mills. Ma maison est trop silencieuse. Ma fille vit à l'autre bout du pays. Je suis un comptable à la retraite, avec un casier judiciaire vierge, et assez de place dans ma vie pour quelqu'un qui a besoin d'un foyer. Le système ne fonctionne généralement pas comme ça. La garde d'urgence nécessite des vérifications d'antécédents, des études de domicile, des montagnes de paperasse. Arthur a entamé le processus immédiatement. Il a engagé un avocat, s'est soumis aux vérifications d'antécédents, et a ouvert sa maison à l'inspection. Le processus a duré 3 mois, avec un placement temporaire en famille d'accueil, avant qu'il ne devienne mon tuteur légal. En 18 mois, il m'avait complètement adopté. Arthur vivait dans une modeste maison de 2 chambres, dans une banlieue tranquille de Dallas. Rien dans son style de vie ne suggérait la richesse. Il conduisait une Buick de 15 ans, faisait ses courses dans des supermarchés discount, et portait les 3 mêmes cardigans en rotation. Il m'a appris à lire avec des livres de la bibliothèque municipale. Nous dînions ensemble tous les soirs à 18h, et il me demandait toujours comment s'était passée ma journée, comme si chaque détail comptait énormément. Il n'a jamais essayé de remplacer mes parents. Quand je posais des questions sur eux, pendant ces premiers mois, Arthur répondait honnêtement, « Ils ont fait un choix qui t'a profondément blessé. C'est leur faute, pas la tienne. Tu mérites mieux, et je vais m'assurer que tu l'obtiennes. » Je l'appelais Papa Arthur. Il m'appelait sa 2e chance de bien faire les choses dans la vie. L'école est devenue mon sanctuaire. Arthur assistait à chaque réunion parents-professeurs, à chaque pièce de théâtre de l'école, à chaque foire aux sciences. Il m'aidait à faire mes devoirs à la table de la cuisine, expliquant patiemment la division longue et les règles de grammaire. Quand j'ai eu des difficultés de compréhension en lecture en 2e année, il a lu avec moi tous les soirs, jusqu'à ce que les mots commencent à avoir un sens. En 4e année, je lisais avec 3 niveaux d'avance. Arthur travaillait à temps partiel comme consultant pour de petites entreprises, assez pour nous maintenir à l'aise, mais sans extravagance. Nous prenions des vacances abordables dans des parcs d'État, passions les week-ends dans des musées gratuits, et célébrions les anniversaires avec des gâteaux faits maison. Il épargnait assidûment pour mes études universitaires, y contribuant tout ce qu'il pouvait chaque mois. Je ne me suis jamais senti pauvre, car je ne me suis jamais senti mal aimé. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai demandé à Arthur pourquoi il m'avait recueilli ce jour-là à l'aéroport. Nous étions assis sur le porche arrière, à regarder les lucioles apparaître à la tombée de la nuit.
Je me suis vu en toi, a-t-il dit doucement. Pas la partie sur l'abandon, mais le besoin que quelqu'un croie en toi. Mon père me disait que je n'arriverais jamais à rien. Il a fait un travail manuel toute sa vie, et ne pouvait pas comprendre pourquoi je voulais aller à l'université. Tes parents, par leurs actions, t'ont dit que tu ne valais pas la peine qu'il reste. Je voulais te prouver ce que ma femme m'a prouvé, que tu vaux tout l'or du monde. Arthur est décédé 2 mois après mon 22e anniversaire. Une crise cardiaque dans son sommeil, rapide et indolore, selon le médecin. Je venais d'obtenir mon diplôme d'enseignante de l'Université d'État du Texas, et je me préparais à commencer mon premier poste à l'automne. J'étais rentré ce week-end-là pour fêter mon nouvel emploi et passer du temps avec lui. Le trouver a été le pire moment de ma vie. Appeler le 911 tout en effectuant une RCR, que j'avais apprise dans un cours de santé à l'université, sachant qu'il était déjà trop tard. Attendre assise dans le couloir de l'hôpital, pendant qu'une infirmière bienveillante confirmait ce que je savais déjà, papa Arthur était parti. Les funérailles ont été modestes. La fille d'Arthur est venue de Seattle, ainsi qu'une poignée de ses anciens collègues et voisins. J'ai prononcé l'éloge funèbre, peinant à le terminer sans m'effondrer complètement. Sa fille m'a serré dans ses bras après, et m'a murmuré, « Il t'aimait tellement. Tu as donné un sens à ces dernières années. » L'avocat d'Arthur, Lawrence Davison, m'a appelé 2 jours plus tard. Maître Davison s'était occupé de la demande d'adoption d'Arthur toutes ces années auparavant et, apparemment, de son testament également. Il m'a demandé de venir à son bureau ce vendredi après-midi-là. Le cabinet d'avocats occupait le 2e étage d'un vieil immeuble du centre-ville de Dallas. Maître Davison avait la fin de la soixantaine, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Il m'a offert du café et des biscuits avant de s'installer derrière son imposant bureau en chêne. « Votre père était un homme très discret », a commencé Maître Davison. « Ce que je m'apprête à vous dire pourrait bien être un choc. » Il a fait glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des états financiers, des titres de propriété et des portefeuilles d'investissement. Arthur Pennington, l'homme qui découpait des bons de réduction et conduisait une vieille voiture, avait une fortune nette d'environ 18 millions d'euros. J'ai regardé les chiffres, incapable de les assimiler. Ce devait être une erreur. Arthur a fait fortune dans l'immobilier commercial dans les années 70 et 80, a expliqué Maître Davison. Il a acheté des propriétés dans ce qui est devenu des zones à forte croissance, a vendu aux moments opportuns, et a investi de manière conservatrice. Après le décès de sa femme, il a considérablement simplifié son style de vie. Il n'avait pas besoin de biens matériels. Il valorisait les expériences et les relations. Mes mains tremblaient alors que je parcourais les documents montrant des propriétés à Dallas, Austin et Houston, des comptes d'investissement dans de grandes firmes, des bons du Trésor, un portefeuille diversifié géré par l'une des sociétés de gestion de patrimoine les plus prestigieuses du Texas. « Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit ?» ai-je murmuré. Maître Davison a souri doucement. Il voulait que vous grandissiez normalement, que vous compreniez la valeur de l'argent gagné par un travail acharné, et non d'une fortune héritée. Il voulait aussi s'assurer que vous l'aimiez pour qui il était, et non pour ce qu'il avait. Arthur a été profondément marqué par des gens qu'il avait utilisés pour son argent par le passé. Il faisait entièrement confiance à très peu de personnes. Il me faisait plus confiance qu'à n'importe qui d'autre au monde, a confirmé Maître Davison, c'est pourquoi il vous a laissé 5,5 millions d'euros, ainsi que des instructions détaillées pour votre avenir. La pièce a tourné. 5,5 millions. J'étais une étudiante qui travaillait à temps partiel dans une librairie de campus, et qui mangeait des nouilles instantanées 3 soirs par semaine. Maître Davison m'a expliqué les détails. 2 millions étaient placés dans une fiducie à laquelle je pouvais accéder immédiatement pour l'éducation, le logement et les dépenses d'urgence. Les 3,5 millions restants seraient distribués au fil du temps, 1 million à mes 25 ans, un autre million à 30 ans, et le reste à 35 ans. Arthur avait établi des directives m'encourageant à poursuivre un travail qui ait du sens, à continuer mes études, et à utiliser l'argent pour aider les autres. Le reste de sa succession va à diverses œuvres de charité, et à sa fille, a dit Maître Davison. Il s'est assuré que tout ce qu'il aimait soit pris en charge, mais vous étiez sa priorité. Il a passé les 15 dernières années de sa vie à s'assurer que votre avenir soit sécurisé. J'ai pleuré dans ce bureau pendant 20 minutes, pendant que Maître Davison me fournissait silencieusement des mouchoirs sans dire un mot. Quand je me suis finalement ressaisi, il m'a tendu une dernière enveloppe. Arthur a écrit ceci pour que vous le lisiez une fois les détails juridiques réglés, a-t-il dit.
prenez votre temps. J'ai attendu d'être de retour dans mon appartement pour ouvrir la lettre. L'écriture familière d'Arthur couvrait 3 pages. Ma très chère petite, si tu lis ceci, c'est que je suis parti, et que tu viens d'apprendre que je n'étais pas aussi fauché que je le prétendais. J'espère que tu pourras pardonner la supercherie d'un vieil homme. Je voulais te donner quelque chose de plus précieux que l'argent, une enfance normale, où tu serais aimé pour toi-même, et non pour ce que tu pourrais hériter. Tes parents biologiques t'ont abandonné à cet aéroport parce qu'ils te voyaient comme un fardeau. Je veux que tu comprennes, de toutes les fibres de ton être, que tu n'as jamais été un fardeau pour moi. Tu as été une bénédiction, un cadeau, la plus grande joie de mes dernières années. Cet argent est à toi, pour que tu l'utilises sagement. J'ai confiance en ton jugement, car je t'ai vu devenir une jeune femme réfléchie, compatissante et intelligente. Termine tes études. Bâtis une vie qui t'apporte de l'épanouissement. Aide les autres quand tu le peux. Tombe amoureuse de quelqu'un qui voit ta valeur. Crée la famille que tu méritais depuis le début. Et souviens-toi, tu es toujours digne d'amour. Tu es toujours assez. Tu vaux toujours la peine qu'on reste pour toi. Avec tout mon amour, Papa Arthur. J'ai gardé cette lettre dans le tiroir de ma table de nuit pendant des années. Les jours difficiles, je la relisais et je me souvenais que quelqu'un m'avait choisi. Que quelqu'un était resté. Obtenir mon diplôme de l'Université d'État du Texas a eu un goût doux amer, sans Arthur pour me voir traverser la Seine. Mais j'ai été diplômé avec la plus haute distinction, avec mon diplôme d'enseignante, animé par la détermination de le rendre fier. J'ai accepté un poste d'enseignante en 3e année dans une école primaire d'un quartier défavorisé de Dallas. L'argent qu'Arthur m'avait laissé signifiait que je pouvais choisir un travail par passion, plutôt que par salaire. L'enseignement est devenu ma vocation. Je travaillais avec des enfants qui me rappelaient moi-même, ceux qui avaient besoin que quelqu'un croie en eux, qu'on voit au-delà de leur situation, qu'on voit leur potentiel. J'ai utilisé une partie de mon héritage pour approvisionner ma classe en livres, fournitures et ressources que le budget de l'école ne pouvait pas fournir. Chaque élève avait droit à une reconnaissance pour son anniversaire. Personne n'avait faim pendant le déjeuner. Les sorties scolaires sont devenues possibles. Les parents de mes élèves m'appelaient Mademoiselle Anita, sans jamais savoir que je pouvais me permettre de vivre n'importe où, de faire n'importe quoi. Je louais un appartement modeste, conduisais une voiture d'occasion fiable, et vivais confortablement, mais sans extravagance. Arthur m'avait appris que la richesse ne consistait pas à ce que l'on exhibe, mais à ce que l'on pouvait faire pour les autres. J'avais 26 ans, je terminais ma 4e année d'enseignement, quand Linda et Frank Morrison m'ont retrouvé. 21 ans plus tôt, ils avaient abandonné leur fille de 5 ans dans un aéroport et avaient disparu. Ils avaient déménagé à Los Angeles, où ma mère a enchaîné les emplois dans la restauration tout en échouant à lancer une carrière d'actrice. Mon père a alterné entre des petits boulots dans la construction et le chômage. Ils avaient eu un autre enfant, un fils, quand j'avais 8 ans. Ils l'avaient élevé en oubliant que j'existais, jusqu'à ce qu'ils entendent parler de la mort d'Arthur et de mon héritage. Je ne saurais jamais comment ils l'ont découvert. Peut-être qu'ils avaient gardé un œil distant sur moi au fil des ans. Peut-être que quelqu'un qu'ils connaissaient a vu la nécrologie d'Arthur, qui mentionnait sa fille adoptive. Peut-être qu'ils ont engagé un détective privé une fois qu'ils ont réalisé qu'il pourrait y avoir de l'argent en jeu. Ils se sont présentés à mon école un mardi après-midi d'avril. Le directeur m'a appelé au bureau pendant ma période de préparation. 2 personnes que je reconnaissais à peine étaient assises dans la salle d'attente. Ma mère avait pris du poids et paraissait plus âgée que ses 52 ans. Mon père était dégarni, son visage buriné et fatigué. « Anita » a dit ma mère, en se levant avec des larmes dans les yeux. « Oh mon Dieu, Anita, c'est vraiment toi. » Le directeur a semblé confus. « Mademoiselle Anita, connaissez-vous ces personnes ? » « Ce sont mes parents biologiques, ai-je dit sèchement. Ceux qui m'ont abandonné à l'aéroport de Dallas-Fort Worth quand j'avais 5 ans. Ma mère a tressailli. Mon père s'est éclairci la gorge. « Nous aimerions te parler, » a-t-il dit. « En privé, si possible. » J'ai accepté de les rencontrer dans un café après l'école, principalement par curiosité morbide. Que pouvaient-ils bien avoir à dire après presque 2 décennies? Ils sont venus avec un avocat. C'est là que j'ai su qu'il ne s'agissait pas de renouer des liens. Il s'agissait d'argent. Leur avocat, un homme à l'allure habile dans un costume coûteux, a exposé leur position. En tant que mes parents biologiques, ils soutenaient qu'ils avaient droit à une partie de mon héritage.
Ils traversaient une période difficile. Ils avaient un autre enfant à charge. Des factures médicales, des dettes de cartes de crédit. Arthur Pennington avait été un étranger qui avait volé leur fille, puis l'avait manipulée pour lui faire croire qu'elle n'était pas désirée. Ils étaient jeunes et en difficulté quand ils m'avaient laissé à cet aéroport, mais ils n'avaient jamais cessé de m'aimer. J'ai écouté cette fiction avec une fureur grandissante. Vous m'avez abandonné, ai-je dit doucement. Vous m'avez laissé à côté d'un carrousel à bagages et vous êtes parti. Vous avez choisi de le faire. Nous étions désespérés, appelés des mamères. Nous étions fauchés, effrayés, nous nous noyions. Nous pensions que tu serais mieux dans le système, que quelqu'un t'adopterait et pourrait te donner plus que nous. Quelqu'un m'a adopté, ai-je dit. Il m'a tout donné, l'amour, la stabilité, l'éducation, et oui, la sécurité financière. Rien de tout cela ne venait de vous. Leur avocat est intervenu. La loi du Texas reconnaît les droits parentaux. Vous êtes leur enfant biologique. Nous pensons pouvoir présenter un argument convaincant selon lequel ils ont droit à une compensation pour les années où ils ont été privés de vous élever. Vous n'avez été privés de rien, ai-je dit. Vous avez choisi de partir. Nous étions jeunes et nous avons fait une erreur, a dit mon père. Tout le monde ne mérite-t-il pas une seconde chance? J'ai regardé ces étrangers qui avaient contribué à mon ADN, mais à rien d'autre dans ma vie. Arthur m'a donné tout ce que vous avez refusé de me donner, ai-je dit. Il était présent chaque jour. Il m'a choisi. Vous vous êtes choisi vous-même. Nous sommes prêts à intenter un procès, a dit leur avocat. Nous préférerions régler cela à l'amiable. Combien, ai-je demandé froidement. 2 millions d'euros seraient équitables, a répondu l'avocat, compte tenu des circonstances. Je me suis levé. On se verra au tribunal. Ils ont intenté leur procès 3 semaines plus tard. Morrison contre Morrison, une affaire où mes parents biologiques me poursuivaient pour une partie de mon héritage de l'homme qui m'avait réellement élevé. Leur argument juridique était centré sur l'aliénation parentale, affirmant qu'Arthur m'avait injustement influencé contre eux et s'était enrichi du rôle qui aurait dû être le leur. J'ai engagé Veronica Chen, l'une des meilleures avocates en droit de la famille de Dallas. Elle avait traité des cas de garde complexes et n'était pas intimidée par les tactiques de litige agressives. Leur dossier n'est pas très solide, m'a dit Veronica lors de notre première rencontre. Les droits parentaux ont été légalement résiliés lorsqu'Arthur vous a adopté. Ils ne peuvent pas prétendre à des biens d'une personne avec qui ils n'avaient aucune relation. Alors pourquoi font-ils ça? Parce que les procès sont coûteux et stressants. Ils espèrent que vous accepterez un accord juste pour qu'ils vous laissent tranquille. C'est une tentative d'extorsion. J'ai refusé de négocier. Mes parents ne m'avaient rien donné. Ils m'avaient laissé, traumatisé et seul, dans un terminal d'aéroport. Arthur m'avait tout donné, et j'honorerais sa mémoire en protégeant ce qu'il avait travaillé si dur à me fournir. Le procès a affecté tous les aspects de ma vie. Mon directeur m'a prise à part un après-midi, inquiet du stress que je subissais. Plusieurs parents avaient entendu parler de l'affaire par les nouvelles locales et m'avaient demandé si j'avais besoin de soutien. Mes collègues enseignants se sont ralliés autour de moi, m'apportant du café lors des dépositions difficiles et couvrant mes cours lorsque je devais rencontrer Veronica. Mais le pire, c'était l'attention des médias. Une chaîne de télévision locale s'est emparée de l'histoire, une enfant abandonnée hérite de millions, ses parents biologiques la poursuivent en justice. Le titre donnait l'impression que c'était un feuilleton, au lieu de ma vraie vie. Les journalistes ont appelé mon école, se sont présentés à mon immeuble, et ont essayé d'interviewer des voisins et d'anciens professeurs. Mes parents ont donné des interviews, se présentant comme des victimes au cœur brisé, qui avaient été séparées de leur fille bien-aimée par un homme riche avec des intentions cachées. J'ai regardé l'une de ces interviews dans le bureau de Veronica, l'estomac noué, alors que ma mère s'essuyait les yeux en parlant de la fille qu'elle avait perdue toutes ces années auparavant. Elle est convaincante, ai-je dit amèrement. On dirait presque qu'elle y croit elle-même. Les narcissiques le font souvent, a répondu Veronica. Ils réécrivent l'histoire dans leur propre esprit jusqu'à ce qu'ils croient sincèrement à leur version des faits. Votre mère s'est probablement convaincue que vous abandonner était un noble sacrifice, plutôt qu'un abandon égoïste. La phase de communication des preuves du procès a révélé des détails que je n'avais jamais connus. L'avocat de mes parents a assigné à comparaître les dossiers du jour de mon abandon, espérant trouver quelque chose qui dépeindrait Arthur sous un jour négatif. Au lieu de cela, les dossiers ont montré que la sécurité de l'aéroport avait documenté l'incident de manière approfondie.
L'agent Mills avait déposé un rapport détaillé, notant que les caméras de surveillance avaient capturé les mouvements de mes parents à travers le terminal, bien que les images réelles aient été détruites depuis longtemps, conformément aux politiques de conservation standard. Son rapport décrivait comment mon père avait vérifié sa montre à plusieurs reprises, pendant que ma mère s'agenouillait, me parlait brièvement, pointait du doigt la zone de récupération des bagages, puis s'éloignait sans se retourner. Il s'était déplacé rapidement dans le terminal, sans jamais jeter un regard en arrière pour voir comment j'allais. Le rapport documentait également les actions d'Arthur. Il était assis dans la zone du terminal, attendant sa correspondance, lorsqu'il m'a remarqué debout, seul. L'agent Mills a noté qu'il avait attendu près de 20 minutes, s'attendant clairement à ce qu'un adulte revienne, avant de s'approcher d'elle pour s'enquérir de ma situation. Son inquiétude avait été authentique et immédiate. Véronica prévoyait d'utiliser la documentation détaillée de l'agent Mills au procès si nécessaire. Mais d'autres découvertes ont émergé, renforçant notre dossier. Mes parents avaient quitté Phoenix avec d'importantes dettes de cartes de crédit et avaient déposé le bilan 6 mois après m'avoir abandonné. Ils avaient dit aux créanciers qu'ils n'avaient aucune personne à charge. Lorsqu'ils ont demandé l'aide sociale en Californie, ils se sont déclarés sans enfant. Chaque document officiel qu'ils avaient rempli pendant 2 décennies indiquait qu'ils n'avaient qu'un seul enfant, mon demi-frère cadet. Ils ne vous ont pas seulement abandonné physiquement, a expliqué Véronica. Ils vous ont effacé de leur vie complètement. Ils ont fait des choix délibérés et répétés de prétendre que vous n'existiez pas. Ce n'était pas un moment de crise qu'ils ont regretté. C'était une décision durable. La déposition de mon père a été particulièrement révélatrice. Sous serment, il a admis qu'ils avaient discuté de me laisser à l'aéroport pendant plusieurs semaines avant de le faire réellement. Il a affirmé que c'était l'idée de ma mère, mais qu'il avait accepté parce qu'il ne pouvait pas se permettre une autre bouche à nourrir. Lorsque Véronica lui a demandé pourquoi il n'avait pas eu recours à des options légales, comme me confier aux services sociaux par des voies officielles, il n'a eu aucune réponse. Nous avions juste besoin d'un nouveau départ, avait-il dit, comme si j'étais un vieux canapé qu'ils avaient laissé sur le trottoir. Le fardeau émotionnel était énorme. J'avais passé des années en thérapie à l'adolescence, pour surmonter l'abandon et construire des attachements sains. Arthur s'était assuré que j'ai accès à de bons soins de santé mentale, comprenant que le traumatisme ne disparaît pas simplement parce qu'on est aimé dans le présent. Maintenant, toute cette vieille douleur refaisait surface. Je faisais des cauchemars sur les aéroports, sur le fait d'être abandonné, sur le fait qu'Arthur ne soit pas là à mon réveil. Mes élèves ont remarqué que je n'étais pas moi-même. Les enfants de 3e année sont perspicaces d'une manière que les adultes sous-estiment. Un de mes élèves, un garçon nommé Tyler, dont le père avait quitté sa famille, m'a apporté un dessin pendant la récréation. Il montrait 2 bonshommes allumettes se tenant la main sous un arc-en-ciel, avec les mots « La famille, c'est ceux qui t'aiment », écrits au crayon de cire. « Ma maman dit que tu traverses quelque chose de difficile », m'a dit Tyler sérieusement. Mais tu nous as appris que les choses difficiles ne durent pas éternellement. J'ai gardé ce dessin sur mon bureau pendant toute la bataille juridique. Les jours les plus sombres, lorsque l'avocat de mes parents envoyait une correspondance juridique particulièrement virulente, ou lorsque la juge assignée à notre affaire semblait initialement sympathique à leurs allégations d'aliénation parentale, je regardais l'arc-en-ciel de Tyler et je me souvenais pourquoi je me battais. Pas seulement pour moi, mais pour chaque enfant qui avait besoin de savoir qu'une vraie famille vous choisit, chaque jour. L'affaire a traîné pendant 10 mois. Des dépositions, des demandes de documents, des tentatives de médiation qui n'ont mené nulle part. Mes parents jouaient constamment la carte de la victime, de pauvres parents en difficulté qui avaient fait une erreur et perdu leur fille pour toujours. Ils prétendaient m'avoir cherché, mais n'avoir trouvé aucun dossier. Ils dépeignaient Arthur comme un opportuniste riche qui avait profité de leur crise temporaire. Rien de tout cela n'était vrai, mais leur avocat était doué pour tisser des récits. Ma mère a pleuré lors de sa déposition, parlant de combien je lui avais manqué, de combien elle pensait à moi chaque jour. Cela aurait pu être émouvant si je n'avais pas lu les documents du tribunal, prouvant qu'il s'était activement battu pour empêcher quiconque de les localiser après m'avoir abandonné. Mon père a affirmé qu'il avait voulu revenir me chercher, mais que ma mère avait insisté sur le fait qu'il valait mieux me laisser partir. Chacun blâmait l'autre, leurs histoires ne concordant jamais tout à fait. Le procès était prévu pour novembre, environ 2 ans après la mort d'Arthur. Véronica m'a préparé de manière approfondie. La clé de notre défense était simple, la loi était de notre côté. Arthur m'avait légalement adopté. Ses biens étaient à lui, à distribuer comme il le souhaitait.
Mes parents biologiques n'avaient aucun droit sur quoi que ce soit qui les possédait. Mais comme quiconque a traversé le système juridique le sait, ce qui devrait arriver et ce qui arrive ne sont pas toujours la même chose. 3 semaines avant le procès, Véronica m'a appelé avec une nouvelle inattendue. La juge assignée à notre affaire est Margaret Pennington, a-t-elle dit. Je viens de recevoir la notification. Mon cœur s'est arrêté. La fille d'Arthur. Oui. Elle est juge au tribunal de la famille dans le comté de Dallas depuis 8 ans. J'aurais dû anticiper cette possibilité, mais avec des dizaines de juges dans le système, les chances semblaient minces. Qu'est-ce que cela signifie, ai-je demandé. Cela signifie que l'avocat de vos parents va immédiatement déposer une requête en récusation. Ils soutiendront qu'elle ne peut pas être impartiale parce qu'elle est la fille biologique d'Arthur et votre sœur légale. L'octroi de la récusation dépendra des arguments spécifiques et de la réponse de la juge Pennington. La requête en récusation a été déposée le lendemain. L'avocat de mes parents a soutenu que la juge Pennington avait à la fois une relation familiale avec moi et un intérêt financier potentiel à protéger la distribution de la succession d'Arthur. Véronica a déposé une réponse, soulignant que la juge Pennington avait déjà reçu son héritage de la succession d'Arthur de manière indépendante, n'avait aucun intérêt financier dans ma part, et était professionnellement capable d'impartialité. L'audience de récusation a eu lieu 2 semaines avant le procès prévu. La juge Pennington a présidé sa propre audience, ce qui était la procédure standard. Elle a écouté attentivement les 2 arguments, son visage neutre et professionnel. Maître Harris, a-t-elle dit à l'avocat de mes parents, vous soutenez que ma relation avec la défenderesse crée une apparence de partialité. Je reconnais qu'Arthur Pennington était mon père et qu'il a légalement adopté Anita Morrison. Cependant, j'ai eu un contact minimal avec Anita pendant son enfance, car je vivais en Arizona alors qu'il vivait au Texas. La succession de mon père a été réglée indépendamment de cette procédure. Je n'ai aucun intérêt financier dans l'issue de cette affaire. Elle a fait une pause, en examinant ses notes. La question devant ce tribunal est purement juridique, les plaignants ont-ils une créance valide sur des biens distribués par le biais d'une adoption et d'un testament légaux? Mes sentiments personnels à l'égard de mon père ne changent pas les normes juridiques qui s'appliquent. Elle a levé les yeux. Cependant, je reconnais également que même l'apparence d'irrégularité peut saper la confiance du public dans le système judiciaire. Maître Harris, je rejette votre requête en récusation, mais je précise mon raisonnement pour le dossier. Si vous estimez que mes décisions pendant le procès démontrent un parti pris réel plutôt qu'une interprétation juridique, vous aurez des motifs d'appel, mais je ne me récuserai pas sur la base de spéculations sur la manière dont je pourrais statuer. L'avocat de mes parents a semblé frustré, mais il n'a eu d'autre choix que d'accepter la décision. Le procès a eu lieu devant le 68e tribunal de district du comté de Dallas. Le palais de justice était un bâtiment imposant du centre-ville, tout en marbre et en autorité. Je me suis habillé de manière conservatrice, un blazer bleu marine, un chemisier blanc, des bijoux discrets. Véronica m'avait coaché sur le comportement à adopter au tribunal, calme, posée, confiante. Mes parents sont arrivés avec leur avocat et plusieurs personnes que je ne reconnaissais pas, probablement des témoins de moralité. Ma mère portait une robe appropriée pour l'église et tenait une Bible. Mon père portait un costume mal ajusté. Ils avaient clairement été coachés sur la présentation, eux aussi. L'huissier se tenait à l'avant alors que nous prenions tous place. La cour. Pour l'honorable juge Margaret Pennington. La juge Pennington est entrée par la porte latérale dans sa robe noire, ses cheveux argentés relevés en un chignon élégant. Elle avait 65 ans. L'unique enfant d'Arthur, la fille qui avait vécu en Arizona et était rentrée pour ses funérailles. Malgré l'audience de récusation, la voir sur le banc semblait toujours surréaliste. La juge Pennington a pris son siège et a examiné le dossier. Quand elle a levé les yeux, son regard a balayé la salle d'audience avec une autorité calme. Ce tribunal va maintenant entendre les arguments dans l'affaire Morrison contre Morrison. Maître Harris, vous représentez les plaignants. Oui, votre honneur. Présentez votre cas. Ce qui a suivi, ce furent 3 heures pendant lesquelles l'avocat de mes parents a tenté de construire un dossier pour expliquer pourquoi 2 personnes qui avaient abandonné leur enfant méritaient de l'argent de l'homme qui l'avait élevé. Il a plaidé la détresse émotionnelle, la perte du consortium parental et les difficultés financières. Il a présenté mes parents comme des victimes des circonstances, qui avaient été privés de leur fille par un étranger riche, avec des ressources qu'ils ne pouvaient égaler. La juge Pennington a écouté sans expression, posant occasionnellement des questions pointues qui révélaient la faiblesse de leurs arguments.
Maître Harris, a-t-elle dit à un moment donné, vous êtes conscient que vos clients n'ont jamais été accusés d'abandon d'enfants? Oui, votre honneur. Ils ont coopéré avec les autorités. Ils ont coopéré en disparaissant en Californie et en ne fournissant aucune adresse de réexpédition? Ils étaient en difficulté, votre honneur. Ils ont pris une mauvaise décision dans un moment de crise. Une crise qu'ils ont résolue en déménageant à l'autre bout du pays et en recommençant à zéro, sans leur fille. Ils étaient jeunes. Ils avaient 24 et 26 ans, a répondu la juge Pennington. Assez âgés pour être tenus responsables de leur choix. L'avocat s'est tourné vers des arguments émotionnels. Il a appelé ma mère à la barre, où elle a témoigné en larmes sur le fait que je lui avais manqué, qu'elle regrettait son choix, et qu'elle voulait une relation. Elle a affirmé qu'Arthur l'avait empêchée de me contacter, bien qu'elle n'ait pas pu expliquer pourquoi elle n'avait jamais tenté de le faire par les voies officielles. Les questions de la juge Pennington ont percé à jour sa comédie. Madame Morrison, avez-vous déjà déposé une requête pour retrouver la garde de votre fille? Je ne savais pas comment faire, votre honneur. Vous n'avez pas consulté d'avocat? Nous n'en avions pas les moyens. Pourtant, vous avez déménagé à Los Angeles, vous avez eu un autre enfant, et vous avez entretenu un ménage pendant 19 ans sans jamais tenter de contacter Anita. Ma mère a eu du mal à trouver une réponse. Je pensais que c'était mieux pour elle. Je pensais qu'elle était heureuse. Mais maintenant qu'elle a hérité d'argent, vous avez décidé qu'il était temps de renouer le contact? Il ne s'agit pas de ça. Alors expliquez à ce tribunal pourquoi vous avez intenté ce procès quelques mois seulement après avoir appris la mort de mon père et l'héritage d'Anita. Silence. Quand ce fut le tour de Véronica, elle a méthodiquement démonté chaque argument. Elle a présenté la documentation de l'abandon à l'aéroport de Dallas-Fort Worth, les rapports de police, les procédures de garde d'urgence. Elle a montré les dossiers méticuleux d'Arthur sur mon éducation, les dossiers scolaires, les rendez-vous médicaux, les activités extrascolaires. Elle a démontré son investissement financier constant dans mon avenir, par des contributions régulières à mon fonds d'études. Elle m'a appelé à la barre. J'ai témoigné de l'amour d'Arthur, de son dévouement, de son choix délibéré de vivre modestement tout en s'assurant que mes besoins étaient satisfaits. J'ai expliqué comment il m'avait appris la valeur de l'éducation, du travail acharné et de la compassion. J'ai décrit la lettre qu'il m'avait laissée, ses raisons de garder sa richesse privée. Arthur Pennington a-t-il déjà parlé négativement de vos parents biologiques, a demandé Véronica. Jamais, ai-je dit. Il m'a dit qu'ils avaient fait un choix qui m'avait blessé, mais il ne les a jamais dénigrés ni n'a essayé de m'empoisonner contre eux. Il s'est concentré sur la construction de notre vie ensemble. Vous a-t-il encouragé à les rechercher? Il a dit que si jamais je voulais les retrouver, il soutiendrait cette décision. J'ai choisi de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il m'avait abandonné, et qu'Arthur m'avait choisi. Il était mon père dans tous les sens du terme. L'avocat de mes parents a tenté d'ébranler mon témoignage lors du contre-interrogatoire, suggérant qu'Arthur m'avait manipulé ou avait influencé mes souvenirs. La juge Pennington a mis fin à cette ligne de questionnement. Maître Harris, le témoin avait 5 ans lorsqu'elle a été abandonnée. Ses souvenirs de cet événement ne nécessitent aucune manipulation. Elle se souvient de ce qui s'est passé parce que c'était traumatisant. Le procès s'est terminé tard le 2e jour. La juge Pennington a annoncé qu'elle examinerait toutes les preuves et rendrait une décision dans les 2 semaines. La séance est levée. Alors que tout le monde sortait, ma mère a essayé de s'approcher de moi dans le couloir. Véronica l'a interceptée en douceur. Madame Morrison, vous devriez parler à votre avocat au sujet d'un contact approprié. Ma mère m'a regardé avec des yeux désespérés. Anita, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Non, ai-je dit doucement. Nous ne le sommes pas. Une famille est présente. Une famille reste. Vous êtes des étrangers qui partagent mon ADN. La décision est tombée 12 jours plus tard. Véronica m'a appelé à l'école pendant le déjeuner, contenant à peine son excitation. Vous devez vous asseoir pour ça. La décision de la juge Pennington, longue de 32 pages, était absolument cinglante. Elle a méthodiquement abordé chaque affirmation de mes parents et les a toutes jugées sans fondement. Elle a cité la loi du Texas sur l'adoption, la résiliation des droits parentaux et la distribution de la succession. Elle a fait référence à la jurisprudence remontant à 40 ans. Mais la section la plus puissante était personnelle. La juge Pennington a écrit sur le caractère de son père, sa réflexion minutieuse en choisissant de m'adopter,
son dévouement à fournir des soins stables et aimants. Elle a noté qu'Arthur aurait pu simplement signaler mon abandon et s'en aller, mais qu'il avait choisi de donner un foyer à une enfant traumatisée. Elle s'est adressée directement à mes parents dans sa conclusion, l'affirmation des plaignants selon laquelle ils ont été privés de leur relation parentale par l'intervention d'Arthur Pennington est fallacieuse au mieux, et frauduleuse au pire. Ils se sont privés eux-mêmes de cette relation lorsqu'ils ont consciemment choisi d'abandonner leur fille de 5 ans dans un lieu public et de fuir la juridiction. Aucun tribunal ne peut restaurer ce qu'ils ont volontairement abandonné. Le procès a été rejeté avec préjudice, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient pas le réintroduire. De plus, la juge Pennington a ordonné à mes parents de payer mes frais de justice, qui avaient dépassé 120 000 €. Elle a noté que leur procès était abusif et semblait motivé uniquement par le gain financier. Mes parents ont fait appel. Il a été rejeté. Ils ont tenté de porter leur affaire devant une juridiction supérieure. Cela a également été rejeté. Finalement, près de 2 ans après leur première apparition à mon école, la bataille juridique a pris fin complètement. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. La vie a continué. J'ai continué à enseigner, à utiliser mes ressources pour aider les élèves qui en avaient besoin. J'ai créé un fonds de bourse au nom d'Arthur, pour les étudiants issus de milieux difficiles qui faisaient preuve de promesses académiques et d'un bon caractère. La première lauréate a été une fille nommée Ashley, dont la mère était en prison et dont la grand-mère l'élevait avec une pension d'invalidité. À mes 30 ans, Ashley avait obtenu son diplôme d'études collégiales et travaillait pour obtenir son diplôme en travail social. J'ai rencontré mon mari à 29 ans. Daniel était professeur de sciences au collège, gentil et patient, avec un sens de l'humour redoutable et un profond engagement envers ses élèves. Nous nous sommes liés par notre conviction commune que l'éducation pouvait changer des vies. Je lui ai parlé d'Arthur lors de notre 3e rendez-vous, voulant qu'il comprenne d'où je venais. Il a l'air d'avoir été un homme incroyable, a dit Daniel. Il a été tout mon monde pendant 16 ans, ai-je répondu. Je suis heureuse qu'il m'ait trouvé à cet aéroport. Je suis heureuse qu'il ait décidé que je valais la peine qu'il reste. Daniel m'a demandé en mariage 1 an plus tard, à l'Arboretum de Dallas, l'endroit préféré d'Arthur. Nous y avions dispersé ses cendres, selon ses vœux, sous le chêne où il me lisait des histoires les samedis après-midi. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie, avec des amis proches, et une juge du tribunal de la famille à la retraite comme officiante. La juge Margaret Pennington avait pris sa retraite l'année précédente et était devenue une présence précieuse dans ma vie, la sœur que je n'avais jamais vraiment connue, mais qui partageait mon amour pour l'homme qui m'avait sauvé. Mon père serait si fier de toi, m'a dit Margaret à la réception. Tu es devenue exactement celle qu'il espérait que tu sois. J'ai 34 ans maintenant. Daniel et moi avons 2 filles, Grace, qui a 6 ans, et Lucie, qui en a 3. Nous vivons dans la même modeste banlieue de Dallas où Arthur m'a élevé, à seulement 3 rues de son ancienne maison. Mes filles visitent régulièrement le chêne de Papa Arthur, où je leur raconte des histoires sur l'homme qui m'a appris que la famille n'est pas une question de biologie. J'enseigne toujours en 3e année. J'aurai accès à la dernière partie de mon héritage l'année prochaine, à mes 35 ans. Daniel et moi avons discuté de l'utiliser pour ouvrir un centre d'apprentissage pour les jeunes à risque, un endroit où les enfants comme je l'ai été peuvent trouver du soutien, du tutorat, et des adultes qui croient en leur potentiel. Parfois, je pense à mes parents biologiques. Je ne les déteste plus. J'ai pitié d'eux. Ils ont manqué l'occasion de me connaître, de me voir grandir pour devenir la personne qu'Arthur m'a aidé à devenir. Ils ont choisi l'argent plutôt que les liens, la cupidité plutôt que la grâce. Ils se sont présentés en exigeant ce qu'ils n'avaient jamais mérité, et sont repartis avec rien d'autre que des dettes juridiques et la connaissance que leur fils ait construit une belle vie sans eux. Arthur me disait souvent que la meilleure vengeance est de bien vivre. Il avait raison sur ce point, comme sur la plupart des choses. Je n'ai pas besoin de me venger de Linda et Frank Morrison. Leur punition est de savoir qu'ils ont jeté quelque chose de précieux que quelqu'un d'autre a chéri. Chaque soir, je borde mes filles et je leur dis que je les aime. Je m'assure qu'elles savent qu'elles sont désirées, appréciées, et qu'elles valent la peine qu'on reste pour elles. Je leur montre par des actions ce qu'Arthur m'a montré, que choisir quelqu'un, chaque jour, c'est ce qui fait une famille. La semaine dernière, Grace m'a posé des questions sur l'homme dans le cadre photo sur ma table de nuit, la vieille photo d'Arthur me tenant, à 5 ans, au zoo. C'est papa Arthur, lui ai-je dit. C'était mon papa, et c'était la meilleure personne que j'ai jamais connue. Où est-il maintenant? Il est parti, ma chérie. Mais il m'a laissé quelque chose de plus précieux que tout au monde.
Quoi? Il m'a laissé en sachant que je valais la peine d'être aimé. Et c'est un cadeau que je vous ferai, à toi et à ta sœur, chaque jour de ma vie. Elle y a réfléchi sérieusement, comme le font les enfants de 6 ans. Tes premiers parents t'aimaient? Je ne pense pas qu'ils savaient comment faire, ai-je dit honnêtement. Mais papa Arthur m'a aimé assez pour tout le monde. Grace m'a serré fort dans ses bras. Je suis contente que papa Arthur t'ait trouvé. Moi aussi, mon bébé. Moi aussi. Parfois, les jours difficiles, quand l'enseignement semble accablant ou que la parentalité semble impossible, je sors la lettre d'Arthur et je relis les mots qu'il a écrits il y a toutes ces années. Le papier est usé maintenant, plissé par d'innombrables lectures, mais le message reste clair. J'étais toujours digne d'amour. J'étais toujours assez. Je valais toujours la peine qu'on reste pour moi. Un étranger dans un aéroport l'a prouvé à une petite fille effrayée de 5 ans. Je passe ma vie à le prouver aux autres. C'est l'héritage qui compte le plus. Pas l'argent, pas la sécurité, mais la certitude absolue que j'ai été choisi, que quelqu'un m'a regardé et a décidé que je valais tout l'or du monde. Mes parents sont revenus en exigeant un paiement pour l'ADN qu'ils ont contribué. Mais la vraie parentalité n'est pas la biologie. C'est être présent. C'est rester. C'est choisir quelqu'un chaque jour, même quand c'est difficile. Arthur Pennington m'a appris cette leçon au carrousel à bagages numéro 7 de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth, un après-midi d'août 1998. Il a continué à l'enseigner jusqu'au jour de sa mort. C'est ça, la vraie victoire. Pas le triomphe au tribunal ou le procès rejeté, mais la vie que j'ai bâtie sur les fondations qu'Arthur a fournies. Mes parents pensaient pouvoir débarquer et réclamer ce qu'ils n'avaient jamais mérité. Au lieu de cela, ils ont eu exactement ce qu'ils méritaient, rien. Pendant ce temps, j'ai tout eu, l'amour, la famille, un but, et la connaissance que le choix d'Arthur de me sauver ce jour-là n'a pas seulement changé ma vie, mais la vie de tous ceux que j'enseigne, que j'aide et que j'aime. La meilleure vengeance, c'est vraiment de bien vivre. Arthur le savait. La juge Pennington le savait. Et maintenant, mes filles le savent aussi. Certaines familles naissent. D'autres sont choisies. Arthur m'a choisi quand j'avais le plus besoin de quelqu'un. C'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée. C'est un héritage qui vaut la peine d'être honoré. C'est un héritage qu'aucun procès ne pourra jamais toucher. Cette certitude est ce qui a façonné chaque choix que j'ai fait par la suite. Pas la peur, pas la colère, pas la vengeance, juste la connaissance que j'avais été choisi au moment le plus important. Arthur Pennington a vu une petite fille de 5 ans effrayée, seule, au carrousel à bagages numéro 7, et a décidé quel valait l'effort, la paperasse, la patience, l'amour. Il a choisi de faire un pas en avant, quand 2 personnes ont choisi de s'éloigner. Cette seule décision a résonné à travers chaque année de ma vie. Mes parents biologiques pensaient pouvoir revenir des décennies plus tard et réclamer une récompense pour la seule génétique. Ils croyaient que le sang leur donnait droit à quelque chose qu'ils n'avaient jamais mérité. Ce qu'ils ont appris à la place, c'est que la loi, comme la vie, valorise les actions plutôt que les intentions, les choix plutôt que les excuses. Arthur m'a choisi. Et grâce à ce choix, j'ai bâti une vie ancrée dans la stabilité, la compassion et un but. J'ai bâti une famille qui est présente. J'ai bâti une salle de classe où les enfants savent qu'ils comptent. J'ai bâti un avenir où l'abandon n'a pas eu le dernier mot. Je ne porte plus d'amertume. Je porte de la gratitude. De la gratitude pour l'homme qui est devenu mon père. De la gratitude pour la juge qui a fait prévaloir la vérité sur la manipulation. De la gratitude pour les enfants que j'enseigne, qui me rappellent chaque jour pourquoi choisir quelqu'un est important. Arthur disait que l'amour ne se prouve pas par ce que l'on prétend, mais par ce que l'on fait quand personne ne regarde. Il a vécu cette conviction discrètement, constamment, sans applaudissements. Et longtemps après sa mort, ses actions parlent encore, chaque fois que je rassure un élève effrayé, chaque fois que je défends un enfant qui se sent invisible, chaque fois que je dis à mes filles qu'elles sont désirées, appréciées, et qu'elles valent la peine qu'on reste pour elles. C'est ça, l'héritage d'Arthur. Pas l'argent, pas les propriétés, pas la victoire au tribunal. L'héritage, c'est le choix. Un inconnu m'a choisi une fois, et je choisis les autres chaque jour.